voyez la grande difficulté qui réside dans ce qu'on appelle la traduction, puisqu'on dit que la traduction est une trahison. Il n'a pas du tout trahi, mais il a essayé de nous faire comprendre. Mais encore une fois, je crois que ça pose un réel problème pour qu'on puisse approcher la quintessence des recherches qui sont faites sur nos sociétés. Donc nous avons l'obligation, ceux qui arrivent, je parle de l'avenir, parce que moi je suis en recul, je suis juste derrière le professeur Boubacar Bari, enfin derrière plutôt le professeur Ibrahima Thioub, qui est derrière lui. Donc nous sommes en train de partir et les constats que nous sommes en train de faire ne doivent pas être des constats morts. Ils doivent réveiller en vous les capacités d'aller arracher les langues. Parce qu'une langue, on l'arrache, on ne l'attend pas. Moi, j'ai trop attendu et je vis. Donc, arracher les langues pour que vous puissiez profiter de ce que les gens font sur les sociétés. Et je crois que ce travail qui a été fait en portugais, en répondant, je crois, en français, ça a été, je crois, mené. Un travail de profondeur pour analyser cette enquête a été, je crois, fait, mais j'ai un trou de mémoire. L'essentiel, c'est que je crois que cette nouvelle démarche et la venue du Brésil à l'intérieur de nos champs de recherche peut peut-être réorienter notre façon de voir et renouveler, donner un nouveau regard. Puisque la question centrale qu'elle pose, c'est qu'est-ce que le travail après l'esclavage? Qu'est-ce que le travail après l'esclavage? Cette question, elle se pose encore aujourd'hui dans nos sociétés. Je donne l'exemple de la Mauritanie, où encore l'abolition de l'esclavage n'est pas du tout accompagnée d'investissements qui puissent permettre à ceux qu'on libère, surtout l'organisation dirigée par Birame Daoul Abid, n'arrive pas à insérer les anciens esclaves dans un circuit de travail et qui fait qu'ils le rejoignent, qu'ils reviennent dans la famille du maître après, parce qu'ils ne trouvent pas le travail. Parce que la liberté, ce n'est pas un mot, ce n'est pas quelque chose qu'on mange, c'est un état d'esprit. Parce que la liberté, ce n'est pas seulement le papier, c'est un état d'esprit. Puisqu'il dit qu'il a eu la chose avec la liberté, il conservera la chose avec la liberté. Donc, c'est la liberté qui permet. Mais je crois qu'elle pose des questions importantes. Et vous voyez la vision brésilienne dedans, quelque part. L'orientation. L'orientation, c'est le travail, c'est la racialisation, puisque ça concerne directement le Brésil. Donc, les recherches sont pratiques. Les recherches en sciences humaines et sciences sociales sont applicables sur le terrain. C'est comme des recherches au laboratoire. Il suffit tout simplement d'essayer de voir comment aborder ces questions historiques, passées, et réfléchir sur ce qui se passe de manière contemporaine. Quelle est la liaison entre ce passé difficile et la réalité d'ouverture de la société brésilienne aujourd'hui. Donc nous devons peut-être renforcer davantage. Avant d'oublier, il y a un roman que je dois signaler qui a été publié par un auteur sénégalais, Amadou Eliman Kane, et qui s'intitule, et qui va vous intéresser, Moi, Sidia Diop, ou l'astre d'espérance de la Sénégambie au Brésil, qui raconte un tout petit peu, qui mélange le personnage de Sidia Léon Diop avec un personnage qu'il a créé à travers la révolte des Maliens, des anciens esclaves. Donc je crois que c'est aussi investir, voir aussi ce qu'on a fait sur ces réalités-là qui puissent informer davantage ce que vous êtes en train de faire. The flower is open. Je crois que la question de la racialisation, c'est pas vraiment nouveau. En réalité, vous prenez quelqu'un comme Ahmed Baba, au XVIIIe siècle, il pose cette question. C'est très net dans les travaux d'Ahmed Baba. Et pendant très longtemps, on a pensé que l'Afrique était à l'écart de ces grands débats sur la question de la race
je pense qu'il faut revoir certainement, c'est une question, il faut retourner vers d'autres types de sources. Sur la question de l'émancipation spécifiquement aussi, le problème se pose. Si vous regardez les documents relatifs à l'émancipation exclusivement avec les documents ou les archives de la bibliothèque coloniale, généralement, on est leurré. Je peux partir à partir de l'archéologie, et c'est une discipline qui vous offre des possibilités inouïes de comprendre que la soif de la liberté et le combat constant pour la liberté, c'était quelque chose qui est allé de pair avec le développement de l'esclavage depuis son début. On voit à travers les pratiques quotidiennes enregistrées dans la culture matérielle et dans les sites, les paysages, qu'il y a eu cette résistance, cette recherche constante de liberté. Et vous combinez ça également dans les traditions orales, vous vous rendrez compte que, en réalité, même le pouvoir colonial, l'abolition, l'émancipation qu'ils prétendent avoir promulguée, en réalité, c'était une abolition de façade en réalité. Et comme je crois qu'elle l'a si bien démontré, la France a joué quand même, ou l'Angleterre, tous les deux, ça ne les arrangeait pas économiquement. Donc ils ont utilisé le terme émancipation et autres, mais en réalité, l'émancipation, ça venait grosso modo, je crois, des populations asservies, des captifs. Et l'autre problème important que je voudrais, et je termine par là, c'est cette question même de l'émancipation. En réalité, après l'émancipation, que ce soit en Angleterre, en France et partout ailleurs dans les colonies, les propriétaires d'esclaves ont reçu des compensations à coût de millions de dollars, alors que les esclaves n'ont rien reçu. C'est la preuve que c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'était lié à d'autres réalités économiques, à d'autres considérations, mais pas vraiment sur les principes, basés sur des principes moraux, au sens propre du terme. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci de me donner la parole. Et en écoutant Juliana, je mesure vraiment le chemin parcouru depuis une trentaine d'années en relation avec les progrès qui ont été réalisés sur l'étude de l'esclavage et surtout la jonction entre les deux rives de l'Atlantique, l'Amérique et l'Afrique. Et je me souviens en 1988, lorsque j'ai été pour la première fois au Brésil, avec, je crois, Alpha Omar Konaré, qui était historien à l'époque, pas président, pour assister au centenaire de l'abolition de l'esclavage. Il y avait des activistes afro-brésiliens qui sont venus vers nous pour se plaindre du fait qu'ils étaient mis à l'écart de cette manifestation d'abord qui était organisée au Brésil, mais en même temps que l'histoire africaine était complètement ignorée. Et depuis, comme vous le savez, l'histoire africaine est enseignée obligatoirement dans toutes les écoles du Brésil à partir du XXIe siècle, c'est tout récent. Et entre-temps, je pense que beaucoup de choses ont été faites au Brésil pour amarrer l'intelligentsia brésilienne sur les études africaines. Et Juliana et Maria qui sont là sont un exemple de ce va-et-vient qui se fait. Et la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il s'agit de la même histoire. C'est la même pièce avec ses deux faces. L'Atlantique en Afrique, sur sa rive africaine, et l'Atlantique sur sa rive américaine. Mais c'est la même histoire. C'est un va-et-vient continu et je pense que tout son exposé a illustré ce fait. Et c'est pour cela que
on doit de plus en plus étudier l'Afrique en tant qu'Africains, mais nous devons étudier aussi l'Amérique, les Caraïbes, le Brésil en particulier, pour comprendre la totalité de notre histoire, sinon qui serait amputée d'une grande part de sa, je ne dirais pas de sa saveur, mais de sa signification profonde en tant que phénomène social. Et notre destin est lié, et je pense qu'un pont entre Recife et Dakar est nécessaire, mais je ne sais pas comment on va le construire. Voilà. Avant tout, je remercie la conférencière pour son exposé. Alors, il y a un certain nombre de points que je souhaite aborder, notamment le point de son échantillon. J'ai vu qu'il y a des laptos, des signards, des gens libérés. Alors, et j'ai l'impression que cet échantillon a été choisi, disons, quelque part à Saint-Louis ou à Gorée, je ne sais pas. Mais la question dépasse Saint-Louis et Gorée. Et les autres, l'intérieur du pays, est-ce qu'on a pu interroger les gens qui venaient de l'intérieur du pays et qui ne vivaient pas en ville? Parce que ça peut effectivement changer. Dans le même ordre d'idée, je pense que les laptos, est-ce que les laptos sont une cible très, très fiable? Je veux dire par rapport à leur implication dans le système. Alors, d'autre part, elle a dit qu'il y a eu Gorée et Saint-Louis ont été déclarés terre de liberté. Je pense que cela a été élargi à certaines localités de l'intérieur du pays. Si je prends par exemple la vallée du fleuve Sénégal, je sais qu'au niveau des principales escales, il y a eu des endroits qui ont été décrétés villages de liberté. Alors, ces villages de liberté, est-ce qu'ils ont réussi ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Je pose la question à la conférencière. Parce qu'effectivement, il y avait un objectif, dans un objectif, ces villages de liberté ont été utilisés par le pouvoir colonial pour combattre l'Almamia, parce que les gens voulaient démanteler l'État qu'ils ont trouvé là, et ils ont utilisé justement cette émancipation pour abattre cet État. Je voulais savoir si elle était au courant de ces choses-là et est-ce que cette stratégie a réussi. Alors moi je suis spécialiste de l'Égypte ancienne et c'est par là que je terminerai. On a dit qu'en Afrique l'esclavage était un esclavage différent de ce qu'il était un peu en Occident. C'est vrai. En Égypte ancienne, il y en a même qui disent qu'aujourd'hui l'Égypte n'a pas connu d'esclavage. Alors là, franchement, je dis qu'il faut faire attention. Je m'apprête d'ailleurs à écrire un texte dans ce sens. Il faut faire attention parce que tout à l'heure, Idriss a rappelé que j'ai fait un article sur la question des prisonniers de guerre. On commence par être prisonnier de guerre et on finit par une privation de liberté. Ces prisonniers de guerre, est-ce qu'ils devenaient esclaves ou est-ce qu'ils devenaient autre chose? Et je sais que quand quelqu'un est pris et qu'il est marqué au fer rouge comme appartenant à Pharaon et qu'il est affecté dans une unité de travail, que ce soit un temple ou une propriété d'un haut dignitaire égyptien, je pense que là quand même, si ce n'est pas de l'esclavage, ça lui ressemble étrangement. Donc il faut faire particulièrement attention, ne pas trop enjoliver les réalités anciennes de l'Afrique pour dire que certaines réalités n'ont pas existé. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre intervention, pour votre conférence. Moi je m'intéresse surtout en fait à la problématique de l'expression artistique. Je m'attendais un peu à ce que vous nous parlez un peu de la danse, de la musique, et d'une manière générale, de tout ce qui touche en fait les stigmates de la captivité. Puisque quand on danse, on se libère. Et ça, je pense que ce serait important de travailler là-dessus. Parce que le corps se libère d'une forme de captivité en fait immatérielle.
Et bon, je pense que lors de votre exposé, vous nous avez parlé aussi des laptops. C'est pour abonder dans le même sens que le professeur Benlam. Je pense qu'il faut un peu voir le contexte historique dans lequel les laptops sont nés. Et parce que durant ces périodes, je pense que le fleuve Sénégal a été, donc elle est encore d'ailleurs, en fait un passage obligé vers le haut fleuve Niger, vu comme on est Eldorado. Je pense qu'aborder un peu la problématique de la catégorisation sociale et tout ce qui s'est passé le long du fleuve Sénégal, je pense que demeure simplement essentiel. Donc voilà ce que j'avais à dire, et puis je vous remercie pour ce travail qui en fait se promet. Et je pense que le professeur Ngaïdé l'a si bien dit, il faut se mettre à l'élément linguistique. Je pense que c'est l'épine dorsale de la vision futuriste du savoir. Voilà, merci à vous. Voilà. Et bravo. Moi, je vais revenir sur quelque chose qui me semble important, c'est la notion de langue. C'est-à-dire que la langue et la traduction, elles colportent des choses extrêmement importantes. Et s'interroger sur la liberté, c'est s'interroger aussi sur le poids que cette notion a dans la langue. C'est-à-dire qu'il y a le statut juridique qui est extrêmement important, et ça on ne le change pas. C'est libre ou esclave. Et il y a pourquoi dans des sociétés, on a cette difficulté à abolir l'esclavage. Et là, si je prends le cas du Portugal, le mot esclave, il est dans la constitution portugaise jusqu'en 1970. Et on dit notre société, dans notre société, jusqu'en 1970, il y a des libres et des esclaves. Mais on va dire, mais ce n'est pas l'esclave qu'on a aux États-Unis et au Brésil. Parce que dans notre société, le statut, il est donné par la naissance. Donc, dans les sociétés européennes, la racine latine du mot liberté ou esclave, elle est extrêmement importante, parce que d'un côté, il y a les statuts juridiques, et ensuite, il y a ce que ces sociétés ont besoin comme cadre dogmatique, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans des mythes, dans des réalités. Et les gens, ils savent très très bien quand ils naissent qu'ils sont nés ou pour servir ou pour commander. Parce que ça, c'est donné par la naissance. Donc je crois que la langue, il y a des statuts juridiques, et donc la liberté, il faut la combattre du point de vue du droit. Et ensuite, quand on vit dans des sociétés anciennes, ce que colporte la langue, parce que les gens s'inscrivent dans une société, et la langue, elle comporte plein de choses, elle comporte des mythes. Et donc il ne suffit pas juste de dire que la liberté, c'est pas bien. Il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'être libre dans une société. Et au Portugal, être libre, on n'est pas libre parce qu'on vit dans une famille, on vit dans une société avec plein de contraintes. Donc abolir la liberté, je ne sais pas si je suis assez clair, c'est aller au-delà de juste dire c'est pas bien l'esclavage. Il faut trouver le moyen pour que cette personne dans cette société-là se dise je suis un individu seul et je peux penser par moi-même. Et ça, c'est très très compliqué dans cette société avec des structures familiales, des réalités où le statut est aussi donné par la naissance. Donc je voulais peut-être, me semble-t-il, dire à Julien que peut-être la question de la traduction elle est importante. C'est comment on dit esclave dans cette société-là, comment on dit esclave en France et comment on dit esclave au Portugal dans la langue. C'est-à-dire que les juristes au XVIIIe siècle, quand ils se posent la question au Portugal de dire est-ce qu'il faut abolir l'esclavage, ils vont dire il faut abolir l'esclavage inhumain, la traite. Mais par contre, notre société, esclave, ça veut dire c'est celui qu'on a, l'étranger, donc servare, hein, c'est le terme latin, qu'on a décidé de garder en vie, le captif. Au lieu de le tuer, on le garde en vie. Et il devient notre esclave. Et c'est la personne qui est à notre service, c'est l'autre origine du terme latin. Et dans notre société, il y a des gens qui sont nobles et qui ont des serviteurs. Donc abolir ça, c'est faire une vraie révolution mentale. Et donc, ce que je veux dire, voilà, les mots, ils colportent ces réalités-là, ils colportent plein de mythes, le mythe des origines. Et il y a des statuts qu'on abolit avec le droit, et il y a ces réalités portées par les sociétés. Donc voilà, je voulais insister sur le poids de la langue et le cadre dogmatique que ça intègre, et il faut toujours penser les deux, donc un statut et les représentations. Votre conférence est comme un prétexte pour relancer le débat sur les concepts de l'esclavage. Quelle est la frontière qui existe entre, d'une part, la captivité et d'autre part, l'esclavage? Entre, d'une part, le captif et d'autre part, l'esclave. Parce que je vois que dans vos textes, vous préférez le terme de captif à celui d'esclave.
Or, j'ai l'impression qu'on a plutôt affaire à des esclaves ou à des esclaves affranchis. Alors, pour nous médiévistes, qui travaillons sur la traite arabe ou transsaharienne, à partir du moment où il y a privation de liberté, par différentes modalités possibles, on a affaire à un captif. Ce captif-là, à partir du moment où il a été travaillé, soit par la castration, je pense aux eunuques, soit dans un certain nombre d'ateliers pour prendre les femmes et en faire des courtisanes ou des musiciennes, ce captif-là devient esclave. Ce captif-là, à partir du moment où il a été travaillé sur le plan psychologique, sur le plan physique, dans le cadre des plantations, il n'est plus captif, il devient esclave. C'est un vieux débat et votre conférence est un prétexte pour le reposer. Alors, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Je voudrais aussi avoir votre avis sur ces itinéraires assez intéressants que vous nous avez présentés. Par exemple, celui de mon homonyme, Samba Ali. Samba, comme vous le savez, c'est le deuxième garçon chez les Peuls qui porte le prénom de Samba. Je suis en Samba. Alors, l'itinéraire de Samba Ali, il est assez curieux, puisque c'est un ancien esclave, si je vous ai bien suivi, qui devient un esclavagiste. Apparemment, il est riche, puisqu'il investit dans le commerce de la gomme, il investit dans la traite des esclaves. Il est employeur. Est-ce qu'à travers vos recherches, vous êtes intéressé à son itinéraire, vous avez pu essayer de pénétrer l'état d'esprit de cet ancien esclave devenu esclavagiste? Moi, ça me pose problème. Son état d'esprit. C'est la deuxième question que je vous pose. Alors, ceci étant, j'ai adoré la métaphore du professeur Boubacar Bari, qui tout à l'heure a parlé de l'avers et du revers, qui a présenté l'Atlantique comme étant un peu la même pièce de monnaie, avec l'avers qui serait l'Afrique et le revers qui serait l'Amérique. Ces deux continents-là ayant une histoire partagée. De telle sorte que, et on le découvre de plus en plus avec les travaux de nos collègues brésiliens, une bonne partie des sources qui devraient permettre d'éclairer l'histoire de la Sénégambie ne se trouvent pas en Sénégambie, encore moins au Sénégal, mais outre-Atlantique. Alors ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Alors, je voulais dire par là, partant de la métaphore du professeur Bari, qu'il est possible de faire un certain nombre de jonctions pour refuser de s'enfermer dans des archives, dans une source bien précise, Ibrahim en a parlé tout à l'heure, ou dans un espace très restreint, Gorée ou Saint-Louis. La première jonction, c'est que toutes ces questions-là liées à la liberté, à la race, ont été posées aussi au Fouta, juste à côté, au Fouta, un demi-siècle auparavant, avec les Almamis et la révolution Toro, puisqu'ils sont arrivés à pratiquement libérer tous les esclaves, à déclarer le Fouta terre de liberté, bien avant les autres, et à essayer de l'imposer aux autres, à leurs voisins, ce qui d'ailleurs leur a coûté cher. Alors, d'où la défaite de Bomoy. La deuxième jonction possible, toujours en ce qui concerne ces débats, ces vieux débats, j'ai envie d'utiliser ce terme-là, ces vieux débats, ces vieilles questions sur la race, sur la liberté. Ibrahima y a fait allusion tout à l'heure, mais en s'arrêtant à Al-Suyuti, autant pour moi, à Ahmed Baba. Ahmed Baba, ce n'est qu'une ressurgence récente, puisque bien avant lui, le débat s'est posé avec et c'est là que j'attendais Lamine Faye, le débat s'est posé avec Laskia Mohamed, qui a été obligé de poser un certain nombre de questions à beaucoup de jurisconsultes, d'oulémas maghrébins, qui, comme il le dit lui-même, ont fini par lui embrouiller l'esprit. Il a posé le débat à Al-Suyuti, il a posé à Al-Ansamani, avant d'en venir à Al-Mahili, puis a donné un certain nombre de réponses qu'il a mises en application. Ce qui a provoqué ce que vous savez, la débâcle que vous savez, puisque cela a pratiquement abouti, si les résultats de certaines recherches sont avérés, au massacre des Juifs de la boucle du Niger à la fin du XVe siècle. La troisième jonction possible, c'est que pendant tout cela est en train de se passer dans la colonie du Sénégal, à Gorée, à Saint-Louis, à Tombouctou, vous avez une petite communauté juive au XVIIIe, XIXe siècle qui va s'investir
dans le commerce transsaharien, puisqu'il n'y a pas eu disparition du commerce transsaharien, il s'est superposé au commerce transatlantique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces juifs-là vont envoyer un certain nombre d'esclaves affranchis comme agents du commerce vers le sud. Donc il est possible, je crois, de faire une jonction entre ces deux faces de la traite et de l'esclavage. Excuse-moi, Ibrahim. Voilà, je voulais juste ajouter un petit point, qu'en réalité, ce qui est intéressant chez Ahmed Baba, c'est qu'il a connu la privation de la liberté en tant que captif, en tant que prisonnier de guerre, mais pas en tant qu'esclave. C'est très intéressant. Ahmed Baba a connu la privation de la liberté, mais il n'était pas esclave, c'était un prisonnier politique. Et l'autre aspect, et ça pose, j'ai dit non lorsque vous avez évoqué les Almoravides du Fouta, etc., il y a le rôle de la religion aussi. Un musulman ne peut pas être pris comme esclave. Mais justement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des esclaves. Donc, le débat est très intéressant. Merci. Oui, merci pour toutes ces questions soulevées. Bon, elle dit qu'elle ne pourra pas répondre à toutes les questions, malgré que d'autres sont des suggestions à cause, parce qu'à cause du temps et aussi, ce sont des recherches en cours. Então, eu acho que eu vou falar algumas questões que acho que são importantes, que apareceram todas, né, de uma forma, todas as intervenções. Voilà, elle va aborder seulement quelques questions que la plupart de nous a soulevé en quelque sorte. O professor Antônio fala da questão da língua e da tradução e dos significados, né, dos termos. Le professeur a parlé de la langue et de la traduction, c'est-à-dire de la signification des mots, c'est-à-dire l'esclave, liberté. E acho que isso tem uma relação não só com o próprio objeto da pesquisa, mas com a própria pesquisadora, né? Voilà, c'est l'objet de la recherche et aussi avec elle-même comme étant chercheur. O professor também falou da questão que eu estou trabalhando com os arquivos coloniais, né? É a documentação colonial, que está no Sénégal e a documentação colonial que está na França. Vous avez dit qu'elle travaille avec des documents, la documentation coloniale qui sont au Sénégal et en France en quelque sorte. E que uma outra né, arqueologia, tradição oral, me daria outro cenário muito mais de outras questões e outras relações. L'archéologie et la tradition orale pourraient lui être utiles parce qu'il va donner une autre version et soulever d'autres questions. Então, pensando na questão da língua e da tradução, en passant à la question de la langue et de la tradition, porque nós no Brasil também somos uma sociedade colonizada, né? Parce que eux aussi au Brésil, ils sont une société colonisée. E uma grande questão do Brasil, enquanto uma sociedade colonizada, é a nossa quase unilinguisme. Le problème au Brésil, en tant que société colonisée, c'est cette langue. Ils n'ont qu'une seule langue. E é uma questão que tem uma relação também com uma questão de classe, né? Então, nas escolas a gente a gente não aprende outras línguas. C'est une question. Que fazem cursos públicas e particulares também na língua. C'est une question de classe. Et au Brésil, les gens ne parlent pas une autre langue. C'est seulement les gens qui font des recherches qui vont élargir pour apprendre d'autres langues. Então, devo, né? Há línguas indígenas, mas que também são minoritárias, né? C'est-à-dire qu'il y a des langues indiennes qui sont minoritaires, ne sont pas parlées. Então, na verdade, eu começo essa pesquisa a partir com uma possibilidade de uma leitura do francês e da documentação francesa, e a partir daí é que eu estou aprendendo a língua, né? Elle a commencé des recherches avec des documentations françaises. C'est à partir de là qu'elle a commencé à apprendre le français et elle est en train de fréquenter des cours de français. Et je pense que la possibilité
que agora, minha segunda viagem de pesquisa, C'est-à-dire, quand elle va faire son deuxième voyage de recherche, de trabalhar não só com a documentação escrita, mas com a documentação oral. elle va pouvoir travailler avec cette documentation orale. É possível Por pensar pouvoir- outras relações a partir dessa. Pour pouvoir faire une autre relation à travers ces documents, avec les documents qu'elle a. Mas, pensando no que eu apresentei, né, no inquérito e nas discussões a partir do inquérito, En passant, bon, des discussions que vous avez soulevées à partir de l'enquête. e aí então até quando eu coloco o subtítulo Significados da Escravidão e da Liberdade, Et quand il met en sous-titre là, c'est la signification de l'esclavage et de la liberté. é muito a partir desse contexto Et c'est à partir du contexte. e que a leitura do próprio documento em relação de todos os depoimentos, tanto dos La lecture, ex-escravos, dos negociantes, enfim, c'est-à-dire la lecture, c'est-à-dire des documents et de tout, c'est-à-dire ces documents d'esclaves, des commerçants et des anciens esclaves, partem de uma determinada ideia do que seria a escravidão, do que seria a liberdade e de como se viveria após essa liberdade. Et bon, de là, nous pouvons avoir qu'est-ce que c'est que l'esclavage, l'esclave, qu'est-ce que c'est que la liberté, et qu'est-ce que serait cette notion de liberté, ou bien du travail. Muito influenciado, como eu falei, por essa discussão que parte das próprias metrópoles coloniais. Et cette discussion a été influencée, c'est-à-dire de la métropole de l'Angleterre en premier et de la France. E aí, nesse caso, ao analisar esse documento, Et analysant ce document, e é nesse momento porque a minha ideia inicial nunca foi c'est-à-dire la première idée n'était pas comparar e aproximar a escravidão no Brasil e no Senegal. que comparer são et diferentes. faire une Claro que tem outras, approximation entre l'esclavage au Brésil et au Sénégal. tem significados Parce diferentes. qu'il y a des significations différentes. Mas o que me fez, né, a minha experiência enquanto historiadora da escravidão no Brasil Son expérience en tant que professeur d'histoire d'esclaves au Brésil, é muito mais no sentido, digamos, metodológico. c'est surtout dans le sens méthodologique. É pensar como a partir do documento colonial C'est penser comment à partir du document colonial, é possível il est possible pensar a agência, né, esse conceito desses escravos e ex-escravos. voilà, établir, c'est-à-dire penser sur le concept de ces esclaves et des anciens esclaves. E aí, nessa leitura metodológica, À travers ces lectures méthodologiques, é possível entender o que a ideia é tentar entender o que cada termo, né, cada categoria, cada expressão significa para quem está fazendo a questão e para quem está respondendo, e isso em comparação com outros espaços. à travers ces lectures, il est possible de comprendre le sens de ces mots, de ces termes, surtout sur la personne qui est en train de faire des recherches et la personne qui répond aux questions, c'est-à-dire le débat soulevé entre liberté, esclave et captif. Então, por exemplo, foi algo que eu falei no final, quase só uma frase, Voilà ce qu'il a dit à la fin, seulement cette phrase-là, falando da questão racial, parlant de la question raciale. e são termos que são usados no próprio documento. Ce sont des mots ou bien des termes qui sont utilisés dans le document. A minha pesquisa, né, já que foi uma pesquisa que, senão também seria uma pesquisa que eu acho que não teria condições de fazer sozinha também. S'il doit aborder cette question, il n'aura pas de conditions à faire ce travail seul. Eu acabei escolhendo falar sobre Saint-Louis Gorée. Il a décidé seulement de parler de Saint-Louis et Gorée. Mas as relações entre Saint-Louis Gorée com os gêneros do interior
força-o a todo momento. Então, isso está presente na documentação e está presente nas Voilà. outras discussões. La relation, bon, ce que vous avez dit, Saint-Louis et Gorée est l'intérieur du pays. Il a dit que c'est présent dans le document, mais lui, il a choisi de parler de Saint-Louis et de Gorée. S'il avait utilisé l'intérieur du pays, elle ne pourra pas faire seule, à elle seule le travail. Os próprios leptons falam isso a todo momento. C'est-à-dire, Essa les questão leptos de que parlaient de cela dans le document. de que, né, um escravo fala que São Luís pode virar a terra da liberdade, pode ser relacionada a essa discussão, mas a gente discutindo também outras regiões do interior. Parce que certains esclaves disaient bon, que Saint-Louis peut être terre de liberté. Et bon, cela peut être discuté avec d'autres des villages de liberté que vous avez abordés à l'intérieur du pays. Mas então, para falar dessa questão da raça, é claro que no Brasil nós temos uma discussão sobre a questão racial super complicada e complexa. C'est-à-dire au Brésil, bon, parler, oui. Voilà, c'est-à-dire, bon, pour aborder cette question de race, c'est-à-dire au Brésil, ils ont cette question raciale très compliquée. E complexa. É complexa, é diferente. Então, a minha ideia não é também transportar a discussão racial no Brasil para pensar na África. Son idée n'est pas transplanter cette idée raciale, cette discussion raciale au Brésil pour l'aborder en Afrique. Mas essas duas sociedades, né, tanto que se criam em São Luís e Gorée, elas também têm uma especificidade porque elas têm as famílias mestiças. Voilà, c'est-à-dire ces deux familles, bon, créées, communauté créée à Gorée et à Saint-Louis, bon, dans les familles, il y a aussi cette question de race, parce qu'il y a des métis dans ces familles. Então essa é uma questão importante nessa discussão. C'est une question très importante dans ces discussions. Então, quando eu falo, ou uso a expressão racialização da liberdade... Quand elle utilise l'expression rationalisation de la liberté... Racialisation de la liberté? É porque a todo momento os entrevistadores e os negociantes fazem questões e falam com os escravos tentando aplicar uma noção de raça que vem das teorias raciais que já estão sendo discutidas, tentando sempre dar uma conotação negativa a tudo que se refere à raça negra. Voilà, parce que durant l'entretien ou bien l'enquête, c'est-à-dire les personnes interviewées parlaient, c'est-à-dire de la race. Et chaque fois qu'il abordait cette question, et quand il parlait de la race noire, il y avait une connotation négative, c'est-à-dire de cette race-là. C'est pour cela que la notion, le mot apparaît dans le texte. E aí, o que eu falo quando eu falo essa questão da racialização da liberdade... Quand elle parle de la rationalisation de la liberté... Eles acabam falando da questão relacionada à raça... C'est parler de la question... contraposição ao que os entrevistadores dizem a eles. Voilà, c'est pour donner une idée contraire, c'est-à-dire de ce que les personnes intérieures disent, c'est-à-dire des autres. Mas tem uma consciência de que para discutir essa questão é preciso discutir melhor o que isso significava na sociedade de São Luís e Gorée, que isso pode significar para outros espaços e outras regiões. Elle est consciente que pour discuter, c'est-à-dire aborder la question, il faut savoir ce que le mot signifie à Saint-Louis et à Gorée et dans les différentes localités du pays. Então, a partir dessa discussão, desse momento, que é o momento também que está se discutindo a abolição a partir de um contexto mais amplo, os significados que de liberdade e escravidão nesse contexto específico me indicam esses caminhos. Mas, por exemplo, dit que, bon, en faisant des recherches et le contexte de l'époque, parler de cette notion d'esclavage et de liberté, lui ont amené à ce chemin. É possível comparar esses depoimentos dos leptos com os depoimentos dos marabus sobre o que significa escravidão e liberdade. Il est possible de comparer, c'est-à-dire le dépouillement des leptos et des marabouts, par rapport à la notion d'esclave et de liberté. Bom, e acho que eu não sei se vou conseguir responder todas, mas eu anotei várias informações.
Eu acho que aí o que é bem importante, até por conta do título que eu propus para Elle parle que ce qui est important et surtout ce qui concerne le titre que nous avons, entender os diferentes significados da escravidão C'est- e do cativeiro. comprendre les différentes Escravo e cativo. significations de l'esclavage et de l'esclave et de captif. Do escravo do trato, né? O escravo que vai para o Et tráfico. de l'esclave qui est déporté. Uma questão que é a questão que eu pesquisava originalmente, que acabou meio fora desse momento, mas é a diferença entre ser um escravo homem e uma escrava mulher. La différence, c'est d'être un esclave, bon, homme et femme, l'esclave des deux sexes. O que é ser um escravo doméstico? Qu'est-ce que c'est qu'être un esclave domestique? O que é ser esse escravo leptô que passa meses? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un esclave lepto? Que relação é essa? Quelle est la relation entre Como ces isso esclaves? se relaciona com as sociedades de origem? Comment cela se relationne avec les sociétés d'origine? Por exemplo, só para terminar, eu vou Bon, pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de questions, o que os leptôs mais falam ce que les todos leptos, eles querem voltar para o seu país. ce que les leptos disent, c'est-à-dire tous ils veulent retourner chez eux. Seu país galant. Ouais. Galant. Ah bon, retourner à leur terre galant. Oui. Galant. Galant. Todos dizem que querem retornar. C'est-à-dire tous veulent retourner E um à leur deles terre diz galant. que ele quer retornar porque lá o pai dele é chefe. Un d'eux dit qu'il veut revenir parce que son papa est le chef. E lá ele é melhor considerado. Là, il sera plus considéré. Mas e aí me coloca uma questão: eles retornam ou eles ficam? Et la question c'est, est-ce qu'ils vont retourner ou bien est-ce qu'ils vont rester? Então, Voilà. e isso me pergunta da música, né? Galant, oui. Eles Et voilà la question de la musique que vous avez abordée, oui. L'expression artistique, oui. Chez les signares. Olha, os leptôs, eles... Acho que mas é uma descrição também, é do Davi Goulart, mas eu acho que tem uma outra, que quando eles saem, eles fazem todo um ritual, e tem uma música própria, quando eles retornam... Voilà, bon. La définition de David Goulart, quand ils sortent, il y avait tout un rituel, et quand ils reviennent aussi, il y a un rituel. Com músicas Avec des chants et danses. Embora eu não queira fazer relações com o Brasil, Maintenant, il ne va pas faire cette relation avec le Brésil. as relações voltam a todo momento. Parce que chaque fois que vous abordez une question, il y a toujours des comparaisons. Os Yorubás, Parce que les Yoruba, no Brasil, au Brésil, também tinham uma música. il y avait aussi ces chansons qui permettent la liberté du corps et d'esprit. Elles travaillaient ensemble et créaient des chansons. Voilà, merci. Merci. Bon, merci et merci à tous. Je vais juste dire un dernier mot, parce que je crois qu'elle a utilisé quelque chose d'extrêmement important. D'abord, pour les doctorants, quand je crois, à mon avis, quand vous arrivez dans des séminaires de ce type, il faut voir comment la personne a fait sa recherche. Elle a dit quelque chose dès le début qu'elle a bifurqué. Elle a trouvé un document qui l'a basculé, qui l'a fait basculer et qui a fait basculer sa thèse. C'est ça qu'il faut. Il faut chercher la connaissance qu'elle est en train de dire, que l'individu est en train de dire, mais repérer la démarche et les sources. Elle n'a fait que de la méthodologie. Et elle a dit qu'elle utilise les archives pour savoir comment étudier et transmettre la connaissance de l'esclavage au Brésil. Le dernier élément, elle a dit que tous les laptos veulent retourner. Non, retourner, restons au retour. Parce que c'est ça qui est important, puisqu'elle travaille sur la diaspora. Et la diaspora n'a de sens que quand elle revendique un lieu
de retour. Et nous avons l'exemple type qui est Israël, la diaspora, puisque c'est l'exemple type des deux diasporas. N'existe que deux diasporas, les Arméniens et les Israéliens. Maintenant, ça a été étendu. Il faut qu'on sache ça aussi très bien pour qu'on puisse comprendre comment aborder la question des diasporas. Le retour au Ngalam ne ferme pas la porte de la liberté, mais elle l'entrouvre. Je vous conseille de lire, si vous voulez, le premier tome de l'entretien mené par le professeur Suleiman Gomis avec le professeur Boubacarli pour comprendre la notion du retour. Et pour la comprendre aussi, moi-même, le professeur Barry lui-même, et vous allez comprendre quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'une diaspora. Elle est à mi-chemin et elle produit. Elle produit du Yoruba, elle produit la sensation musicale qui fait que nous pouvons peut-être vivre en harmonie. L'essentiel, c'est de comprendre que finalement, les sciences humaines et les sciences sociales conduisent vers la pratique de quelque chose. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas du lyrisme, c'est quelque chose de pratique qui va à l'intérieur des imaginaires des sociétés pour qu'on puisse rebondir pour demain. Merci, professeur. Merci.